Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une semaine après les mutineries survenues dans la prison de Buea et Yaoundé, la société civile déplore l'indifférence de l'administration judiciaire et pénitentiaire face à la surpopulation carcérale. Malgré les multiples alertes, très peu de réformes ont été implémentées dans l'univers carcéral au Cameroun et le sort des présumés meneurs de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé inquiète des défenseurs des droits humains. Ils s'expriment au cœur de ce journal. La situation dramatique des enfants victimes de la crise anglophone suscite des critiques à l'encontre du secrétaire général des Nations Unies. Selon Human Rights Watch, Antonio Guterres n'a pas assez évoqué les abus perpétrés sur des élèves et les incendies des écoles dans le chaudron de la crise anglophone au Cameroun. Comment expliquer une telle omission? Pourtant l'heure est grave. Selon cette ONG en charge des droits de l'homme, nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une explosion qui sème la panique en plein cœur de Yaoundé. La déflagration a fait 3 blessés et d'importants dégâts matériels. La scène se déroule au lieu-dit Dubai Center, c'est dans le quartier Tinga. Les causes de cette explosion sont encore inconnues, mais lors des premières investigations, une grenade non utilisée a été retrouvée dans le voisinage. Reportage, Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Aux premières heures de ce mercredi 31 juillet, c'est un cordon de sécurité qui nous accueille au lieu dit Dubai Center, au quartier Tinga, dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Pas besoin d'un dessin pour comprendre que quelque chose d'inhabituel s'est produit ici. D'ailleurs, les impacts et les dégâts de la forte explosion de la veille sont encore visibles. Et des policiers font d'incessants va-et-vient. Bon, c'était environ 19h30. Donc, nous-mêmes, on était là dehors. Subitement, nous voyons donc quelqu'un qui courait vers nous. Donc, il nous disait qu'il y a bagarre là-bas au conteneur. Des gens bagarraient avec les bouteilles. Donc, or que ce n'était pas ça, ce n'était pas la bagarre. C'était dans une grenade qu'on a posée sur les chaises. Donc, j'ai vu. Bon, dès que j'ai vu, je suis revenu. Comme je ne travaille pas là-bas au conteneur, je suis revenu dans le métro. Dès que je suis revenu, on commentait donc sur la grenade donc, qui est posée là-bas au conteneur. Quelques minutes après, on entend seulement le bruit, poum! Là chez nous, devant notre bar, on n'a pas vu ce qui est donc posé ici au métro. C'est le bruit seulement qu'on a entendu. Poum! C'est éclaté très fort, ça dépassait le tonnerre. L'explosion s'est produite devant le bar baptisé le métro, où des jeunes exercent le petit commerce tous les soirs. Ici, il y avait deux jeunes qui travaillaient. Les deux étaient donc blessés. Oui. Et l'autre caisse, il y a une caisse à côté, de l'autre côté. Lui également a été touché. Au total, il y a eu 3 blessés. Bon, la première table vendait donc les brochettes et celui-ci le shawarma. La police est venue donc mettre des enquêtes. La gendarmerie, en tout cas presque tous les corps confondus étaient là. Vite, on nous a demandé de fermer le bar. Fermer le bar, immédiatement on a fermé le bar. C'est à une vingtaine de mètres du métro et à la limite du Snack Bar Dubai VIP que la grenade a été découverte, sous une table où des gens prenaient du bon temps. Tout le monde était inquiet et n'importe qui prenait la fuite. Après, la police est arrivée et lui-même, il avait peur de voir. Il restait aussi à distance et il observait. Et quand il observe maintenant, il commence à faire reculer les gens pour mesures de sécurité. Voilà, les génies militaires aussi, tous les corps, ils arrivent aussi, ils ciblent la zone. Et maintenant, ils ont dit qu'on attend d'abord ceux qui sont spécialisés pour la grenade, pour observer et détecter vraiment si c'était ça. Et ils sont venus, ils ont vu que c'était la grenade et ils ont porté et ils sont partis avec. Joint au téléphone, le sous-préfet de Yaoundé 2 parle d'un incident dont l'origine reste à déterminer. Lorsque nous quittions les lieux, les 3 établissements concernés par le drame étaient encore fermés. Certainement pour permettre aux enquêteurs de percer le mystère de cette explosion qui continue à animer les débats dans les chaumières, avec une pluie d'interrogations sur l'origine de la grenade et le but visé par celui qui l'a posé à cet endroit. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. L'explosion de la veille n'a donc fait que 3 blessés, des blessés pris en charge en ce moment dans une formation hospitalière de la capitale. L'enquête qui a été ouverte permettra certainement d'en savoir davantage sur cet incident qui a créé une panique générale ici
au lieu dit Dubaï Chinga à Yaoundé. Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Une semaine après les mutineries survenues dans les prisons de Yaoundé et Buea, des défenseurs des droits humains condamnent des actes de torture et sévices infligés aux détenus ayant manifesté pour l'amélioration de leurs conditions d'incarcération. Le REDAC était face à la presse pour interpeller le gouvernement sur son silence concernant la surpopulation carcérale et les lenteurs judiciaires décriées depuis de nombreuses années au Cameroun. Le REDAC qui déplore l'incompétence de certains responsables en charge de l'administration judiciaire et pénitentiaire au Cameroun. D'autres précisions avec Eukwa Claude et Jean-Paul Chouniat. Plus d'une semaine après les émeutes survenues dans les prisons de Kondengi à Yaoundé et Buea dans le sud-ouest, le REDAC condamne les tortures psychologiques et physiques qu'ont subi des détenus de la crise anglophone et des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, présentés comme des meneurs de cette mutinerie. Par les relais de nos informations, nous savons qu'ils sont en vie, mais ils sont amochés physiquement. Jusqu'à présent, pour la plupart, ils n'ont même pas de soins. Pour ce défenseur des droits humains, le gouvernement camerounais doit faire toute la lumière sur toutes les zones d'ombre entourant la détention de ces présumés auteurs des mouvements d'humeur à la prison de Kondengi et Buea. Il y a une liste de déportés, on ne sait pas où ils sont. Peut-être qu'ils ont même subi des exécutions extrajudiciaires, on n'en sait rien. Donc il faut qu'on amène le gouvernement, n'est-ce pas, à nous donner des explications et des éclaircissements par rapport à tout ce monde qui a été déporté des prisons. Le REDAC exige une démission du ministre de la Justice, Laurent Esso, et tous les maillons de la chaîne judiciaire et pénitentiaire d'avoir échoué dans la gestion des prisons au Cameroun. Et s'il n'a pas pu faire ça, ça veut dire que c'est une incompétence notoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il incombe quand même au ministère de la Justice de mettre en place des juridictions exceptionnelles pour faire à ce que tout ce que le gouvernement, les lois existent, que ce soit, n'est-ce pas, mis en œuvre. Par exemple, les peines alternatives. Par ailleurs, le REDAC s'interroge sur la justice à deux vitesses appliquée aux militants du MRC, dont certains ont été libérés et d'autres maintenus en détention pour les mêmes accusations. Pourquoi il doit démissionner? C'est parce qu'ils ont politisé toute la justice aujourd'hui. On ne peut pas, dans un état dit de droit aussi, politiser tout ce qui est justice. Donc ça veut dire que le ministre de la Justice, il en est pour quelque chose. Accusant le régime de Yaoundé d'avoir politisé l'opération Épervier depuis 2006, la lutte contre Boko Haram en 2014, la crise anglophone en 2016 et la crise post-électorale en 2018, le REDAC exige une enquête internationale indépendante devant aboutir à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation nationale pour une paix durable au Cameroun. Parlons à présent de la situation dramatique des enfants victimes de la crise anglophone. Elle a suscité de vives critiques à l'encontre du secrétaire général des Nations Unies. Je vous le disais en titre, Human Rights Watch estime que Antonio Guterres n'a pas évoqué dans son rapport les abus perpétrés sur des élèves et les incendies des écoles dans le chaudron de la crise anglophone au Cameroun. Eric Marcian-Diomo nous en dit plus dans ce reportage. C'est un rapport qui offusque certains spécialistes de Human Rights Watch, notamment Ilaria Allegozzi, qui travaille sur le Cameroun. Dans son rapport annuel sur la situation des enfants dans les zones de conflit à travers le monde, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, décrit l'ampleur du phénomène qui a atteint des proportions inquiétantes en 2018. Il s'agit des meurtres, mutilations, du recrutement et de l'utilisation par les forces et les groupes armés des enfants, des enlèvements, des violences sexuelles, des attaques contre les écoles et les hôpitaux. Le nombre d'enfants tués dans 20 pays en conflit à travers le monde est de 12 000 en 2018 selon ce rapport du secrétaire général de l'ONU. Seulement, le Cameroun n'est pas cité parmi ces pays, ce que conteste Ilaria Allegozzi de Human Rights Watch et d'autres défenseurs des droits des enfants. Il s'appuie pour cela sur la situation insoutenable depuis près de 3 ans dans les régions anglophones. Cette situation a causé le déplacement des centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles un nombre important d'enfants.
Selon le Social Democratic Front, 6 000 établissements scolaires ont été fermés depuis le début de la crise anglophone, empêchant ainsi à près de 600 000 enfants d'être scolarisés. Par ailleurs, plusieurs enfants dans les deux régions ont été victimes d'agressions sexuelles et d'enlèvements. Plusieurs autres ont été tués dans le cadre de ce conflit. Enfin, bon nombre sont enrôlés de force dans les groupes armés au nord-ouest comme au sud-ouest. L'omission de l'évocation du Cameroun dans le rapport d'Antonio Gutiérrez sur la situation des enfants en zone de conflit étonne donc à plus d'un point. Parlons à présent de ces candidats recalés au BTS session 2019. Ils broient du noir et ont été surpris après avoir consulté leur relevé de notes des moyennes qu'ils ont obtenues. Et malgré cela, ils ont été déclarés recalés au brevet de technicien supérieur session 2019. Ces candidats ont du mal à comprendre le système de calcul de leurs points leur permettant de décrocher le précieux sésame. Ils déplorent également de nombreuses incongruités autour des résultats de ce brevet de technicien supérieur pour l'année 2019. Et du côté des autorités en charge d'éducation, il s'agit d'un nouveau système de calcul basé sur le système LMD, un système incompréhensible pour les candidats recalés. Comment en est-on arrivé là? Que s'est-il réellement passé avec les résultats du BTS session 2019? C'est une enquête que signent Innocent Abega et Kediara. Les candidats recalés à l'examen de BTS, indignés et en colère, contestent sur toute l'étendue du territoire national, ou presque, les résultats du BTS 2019. À l'origine de cette contestation, une accusation par eux formulée sur la qualité douteuse des corrections et des délibérations liées à cet examen national. Je me suis rendu compte que je ne devrais en principe pas, n'est-ce pas, être éliminé, compte tenu de mes notes à l'épreuve professionnelle de synthèse qui regroupe toutes les matières professionnelles. Tandis qu'à Yaoundé, la contestation s'est déportée devant les services du ministère de l'enseignement supérieur. Ici à Douala, c'est au sein de l'Institut universitaire des technologies, l'IUT, que les étudiants indignés font des va-et-vient depuis la publication des résultats. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette indignation tous azimuts? Une absence de communication, répondent les étudiants qui expliquent qu'ils ont été évalués sans le savoir sur la base du système LMD, alors qu'ils croyaient encore évoluer avec le système dit de coefficient. Tous les étudiants se plaignent du fait que l'information qui nous a été relayée était celle-ci. Il ne faut pas avoir une note inférieure à 8 en EPS. Le reste de matières on n'a pas donné une ample information par rapport à cela. Un élève peut valider toutes ces matières de base même, juste en anglais, là c'est des demi, on dit qu'il échoue les examens, là ça ne se comprend plus. En effet, c'est le 18 avril 2017 qu'avait été arrêté par le ministre Jacques Famndongo l'entrée du système LMD au BTS. Cette réforme, qui rentrait en application dès octobre 2017, consacrait à l'examen le système de crédit déjà observable dans les universités d'État. Ceci dit, si avant il fallait à un étudiant une note supérieure ou égale à 10, avec un minimum de 7 à l'épreuve professionnelle de synthèse pour passer son examen, désormais, ce même candidat est appelé à valider ses crédits évalués à 60 et recoupés en unités d'enseignement. Cette information-là, les candidats ne l'ont malheureusement pas eue au sein de leurs établissements respectifs au cours des 2 années que va durer leur formation. Nous sommes partis dans un jeu où les règles n'ont pas été préalablement expliquées. Même aujourd'hui encore, après la publication des résultats, plusieurs responsables d'institutions privées d'enseignement supérieur ne parviennent pas à leur donner une explication. Pour l'instant, il n'a pas les armes fortes pour pouvoir détailler son argumentaire parce qu'il faut d'abord qu'il reçoive ce qui vient de Yaoundé pour pouvoir se défendre aussi et nous expliquer aussi ce que nous on peut comprendre et espérer de lui. Le peu d'informations détenues par ces étudiants leur vient de leur centre d'examen, à l'occurrence l'IUT, où ils ont été écoutés et calmés dans la mesure du possible. Il ne leur reste désormais plus beaucoup d'options, si ce n'est de rédiger des requêtes et les déposer au sein de leur établissement respectif afin qu'ils les acheminent au ministère concerné pour traitement. Informés mais déçus, ces étudiants regrettent de ne pas avoir droit à une séance de rattrapage pour se donner une chance de valider ces crédits en moins et espérer passer au niveau supérieur. Toujours dans ce chapitre éducation, des manuels scolaires doivent-ils être vendus
dans les établissements scolaires ou dans les points de vente de livres de seconde main. Des libraires vont en croisade contre la vente des livres sur les campus scolaires et dans les points de vente des livres de seconde main. Comment expliquer l'existence d'un tel circuit parallèle de vente des manuels scolaires neufs? Les libraires estiment que c'est un énorme manque à gagner. Ils interpellent également le gouvernement sur des dispositions prises pour l'importation des livres au Cameroun, ce qui leur est préjudiciable au regard de leurs bénéfices qu'ils peinent à réaliser sur l'arrivée tardive des livres dans les librairies. D'autres précisions avec Dallas Tiana et Flavien Valondongo. Le livre scolaire, élément nécessaire pour la formation et l'éducation de l'élève, semble bien se porter hors de son circuit normal. Les libraires et papetiers syndiqués des régions du littoral et du sud-ouest, détenteurs de l'agrément pour la vente du livre scolaire au Cameroun, s'insurgent depuis quelques années contre la liquidation du manuel scolaire dans des établissements scolaires et au poteau. Nous voulons que les livres reviennent effectivement en librairie, aller au marché des poteaux, récupérer ceux qui vendent les livres neufs, c'est-à-dire tous les livres neufs qu'on peut retrouver là-bas, ils peuvent les saisir, peut-être les vendre aux enchères, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils feront de ça, que les écoles arrêtent de faire de leur école les comptoirs commerciaux des cahiers et des livres. Le combat engagé par ces derniers, à quelques semaines de la rentrée scolaire, rejoint celui de la question des précomptes qui fait perdre d'énormes sommes d'argent aux vendeurs des manuels scolaires au Cameroun. Les libraires payent 5,5% ou 2,2% à l'avance. Je pense qu'au regard des besoins en ressources qui sont celles des libraires, il y a lieu de réfléchir sur cette question pour envisager complètement la suppression du précompte, pour que les libraires se sentent plus à l'aise. Le Conseil national d'agrément du manuel scolaire et des matériels didactiques entend œuvrer pour la suppression totale de cette autre taxe qui asphyxie les membres du syndicat des libraires et papetiers du Cameroun. Nous appelons les pouvoirs publics à supprimer totalement ce précompte-là sur les livres scolaires avant la rentrée scolaire, puisque nous en souffrons déjà beaucoup. Le non-respect de la liste unique des livres par certains établissements scolaires privés fait aussi partie des revendications des libraires et papetiers du Cameroun. Réunis à Douala, dans l'optique de trouver des solutions à toutes ces dérives, les libraires et papetiers des régions du littoral et du sud-ouest ont sollicité l'onction des autorités présentes aux travaux de Douala pour stopper le pire en cette veille de rentrée scolaire. Les régions du septentrion croupissent dans le sous-développement au regard du manque d'eau potable, de routes viabilisées et l'énergie électrique qui fait également défaut. Des jeunes des régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord ont tenu à exprimer le cri de détresse sur l'abandon des pouvoirs publics dont ils disent être victimes, eux qui peinent à obtenir des emplois dans ces trois régions très peu pourvues en industrie et en entreprises capables de résorber le taux de chômage et de sous-emploi assez élevé dans le septentrion. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Plus de 1000 jeunes venus des trois régions du septentrion du Cameroun ont pris part à la première édition du Forum des jeunes du septentrion à Maroua. Selon les conclusions de leurs travaux, 64% des habitants des régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord n'ont pas accès à de l'eau potable, d'où les chiffres élevés de morts dus au choléra. Ajoutez à cela l'insécurité galopante, le mauvais état du réseau routier et l'accès à l'énergie électrique. Je dirais que le nord est dans le noir. Quand nous essayons de parler du septentrion, je vous jure mes frères, le septentrion, on n'a rien. On n'a rien, on n'a ni l'eau, on n'a ni l'électricité, on n'a ni route. On ne parvient pas à se collaborer entre nous. Disons, si tu veux venir à Maroua actuellement, il faut passer par quels moyens? Les routes sont gâtées. Quelqu'un un malade ne peut même pas traverser. Le conflit générationnel, c'est une vieille histoire. Et ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Mais j'exhorte les pouvoirs publics de laisser la jeunesse s'exprimer, de responsabiliser la jeunesse. La jeunesse n'est pas seulement naïve. Il y a des jeunes capables de faire ce que les grands peuvent faire. Mais j'exhorte la République entière que la jeunesse a sa place. Les jeunes sont capables de faire ce qu'on attend d'eux.
Ces jeunes entendent mettre la pression sur les pouvoirs publics afin que les différents projets initiés arrivent à leur terme. Leur souhait est aussi de pouvoir bénéficier de l'accompagnement des autorités camerounaises dans la réalisation des projets qu'ils comptent mettre sur pied pour sortir leur région du sous-développement. L'effet de se réunir, mobiliser la jeunesse du Septentrion à Maroua, plus de 1000 jeunes, c'est déjà quelque chose. En dehors de la mobilisation, c'est des jeunes qui vont réfléchir sur toute la situation de nos 3 grandes régions. Et on va faire des recommandations concrètes par rapport à nos situations dans le Septentrion. Après cette première édition du Forum des jeunes du Septentrion, ils entendent se réunir prochainement en vue d'évaluer l'état d'avancement des projets entrepris. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement éprouve des difficultés à mobiliser des fonds de contrepartie pour le financement des projets structurants. Ces ressources oisives sont évaluées à près de 44 milliards de francs CFA, de l'argent en souffrance dans les banques commerciales. Et pour disposer de ces fonds, le gouvernement met sur pied un compte unique logé à la BEAC. La stratégie a été présentée aux partenaires techniques et financiers de l'État du Cameroun. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. Tout est parti d'un malheureux constat. C'est que des comptes ont été ouverts autant qu'il existe des projets dans des banques commerciales pour y loger la quote-part de l'État. Une pratique qui a montré ses limites. Si l'on peut se réjouir que cette approche a permis l'exécution de nombreux projets en garantissant la disponibilité des fonds, il convient de relever qu'une étude récente menée en 2017 par le ministère de l'Économie et la Caisse autonome d'amortissement a permis de recenser plus de 400 comptes ouverts dans les banques commerciales pour les fonds de contrepartie, avec un solde oisif de plus de 44 milliards de francs CFA. Ces soldes oisifs résultent entre autres des projets clôturés, des projets non matures, de la faible capacité d'absorption ou de coordination de certains projets. En même temps qu'il existe des ressources oisives dans les banques commerciales, certains projets à maturité avérée peinent à s'exécuter du fait de la non-disponibilité de la contrepartie de l'État. La dissémination des fonds de contrepartie dans les banques commerciales a non seulement un coût pour la gestion de la trésorerie, mais constitue un frein à l'exécution des projets dont les délais de réalisation sont généralement longs. Voilà qui a déterminé le gouvernement à opter pour l'ouverture d'un compte unique intitulé Basket Fund, où seront désormais logés les fonds de contrepartie nécessaires à la réalisation des projets. Il s'agit d'un compte appelé à centraliser tous les fonds de contrepartie des projets de développement en financement conjoint, État du Cameroun, partenaires techniques et financiers. Le compte Basket Fund, des fonds de contrepartie ouverts dans les livres de la BEAC, géré par la Caisse autonome d'amortissement, va garantir une meilleure mobilisation de la contrepartie de l'État dans la mesure où les ressources seront désormais fongibles. La première source d'approvisionnement de ce compte sera le rapatriement des ressources oisives déjà identifiées dans les banques commerciales. Et pour garantir la liquidité du dit compte, nous avons défini dans la Convention un plancher et un plafond pour ne pas constituer des ressources oisives hors du compte unique. C'est donc pour mettre tout le monde à la page que le ministre des Finances a réuni autour d'une même table les coordonnateurs des projets à financement conjoint et les partenaires techniques et financiers de l'État. Cette concertation intervient, vous le savez, au lendemain de la conclusion par le conseil d'administration du FMI le 17 juillet dernier de la 4e revue du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit et de l'approbation d'un décaissement de l'ordre de 44 milliards de francs CFA au profit du Cameroun. Le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des réformes, notamment celles visant à améliorer la qualité de la dépense et de la gestion de la trésorerie en cohérence avec le programme des réformes des finances publiques. C'est depuis le 8 février dernier que le ministre des Finances a signé avec le directeur national de la BEAC la convention qui consacre l'ouverture et le fonctionnement du compte unique intitulé Basket Fund de fonds de contrepartie. Dans l'escale internationale, la composition du gouvernement République démocratique du Congo révèle la mainmise de l'ex-président Joseph Kabila sur le schéma et les ministères les plus importants. Il se taille ainsi la part du lion avec des militants de son parti politique qui auront les portefeuilles ministériels les plus importants. Félix Tshisekedi est-il fragilisé au regard de cette répartition des membres du gouvernement dont le parti de Joseph Kabila semble prendre l'avance? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan. Les conclusions de la coalition négociante ont été remises lundi 29 juillet comme prévu
au Premier ministre Sylvestre Ilunga. L'accord sur la composition de la prochaine équipe gouvernementale a été trouvé avec les bons soins de Jean-Marc Kaboun pour le cash de Félix Tshisekedi et Niemi Moulanya pour le Front commun pour le Congo, le FCC de Joseph Kabila. Au thème des pourparlers qui durent depuis plusieurs mois, les deux camps ont convenu que le prochain gouvernement sera constitué de 65 membres issus exclusivement des deux plateformes politiques. Dans le détail, 42 postes reviendront au FCC de Joseph Kabila et 23 au cash de Antoine Félix Tshisekedi. L'accord prévoit également que les deux grandes familles politiques gouverneront sur la base d'un programme commun. Un comité de suivi de l'accord est prévu. Pour l'instant, le voile demeure entier sur les postes qui reviendront à chaque camp. La constitution du nouveau gouvernement attendu permettra de mesurer la marge de manœuvre de l'actuel chef d'État en poste depuis fin janvier. Contenu par une majorité du parti de son prédécesseur Joseph Kabila au Parlement, Antoine Félix Tshisekedi est à 6 mois au pouvoir sans nouveau gouvernement. La réforme du système éducatif peine à être implémentée dans plusieurs pays africains. Malgré l'annonce de la mise sur pied de l'approche par compétences, les jeunes diplômés africains éprouvent des difficultés à être insérés sur le marché de l'emploi. Des éducationnistes et des membres des gouvernements africains se sont retrouvés au Bénin afin de diagnostiquer les causes profondes de ce taux de chômage élevé chez les jeunes diplômés africains. On voit tout cela dans ce reportage que signe Guy Zogo de retour de Cotonou. Après Yaoundé l'année dernière, Cotonou au Bénin accueille la deuxième édition de la conférence internationale sur l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Ce colloque, qui est un colloque international, non seulement réveille encore le débat sur l'approche par compétences, mais permettra, j'en suis sûr, de pouvoir rectifier beaucoup de choses. Je veux avoir l'assurance que les résultats vont servir à plusieurs pays. Cette conférence internationale sur l'innovation pédagogique initiée par l'Association internationale pour le développement pédagogique vise donc à montrer l'impact aujourd'hui dans l'innovation pédagogique du numérique et des bénéfices qui peuvent être tirés sur le continent africain. L'APC est écrit dans les documents du primaire, de la maternelle, mais malheureusement sur le terrain, il y a encore du mal à être implanté, ce qui fait en sorte que le système continue encore à former les chômeurs au lieu de former les personnes plus créatives, plus autonomes. Actuellement, les pratiques évaluatives qui sont mises en œuvre au Cameroun et au Gabon ne sont pas effectives pour permettre le développement professionnel. Les espoirs sont donc nombreux pour que toute l'Afrique bénéficie désormais de ces innovations pédagogiques qui forcément rapporteront plus tard au continent africain. De l'enseignant au 21e siècle est complètement différent de ce qu'on voyait au 20e siècle. Ça change, c'est beaucoup plus en innovation. Donc les enseignants doivent beaucoup être plus proactifs et continuellement se remettre en question. Bien entendu, les participants ici se bousculent pour pouvoir bénéficier de ces apports nouveaux sur le continent africain, notamment en ce qui concerne l'approche par compétences qui commence également à être disséminée un peu partout dans les systèmes éducatifs en Afrique pour arriver à des résultats meilleurs encore. Nous étions dans le domaine du numérique et nous savons tous, autant que nous sommes aujourd'hui le monde que traverse la jeunesse, nous devons davantage nous investir dans le numérique parce que le numérique fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire sans le numérique. Je me suis dit alors que je viendrai à ce colloque pour avoir encore plus comment est-ce que les compatriotes et d'autres chercheurs réfléchissent à ce milieu afin d'avoir encore plus d'éléments pour convaincre lorsque je serai face à cette thématique. Cette conférence internationale participe donc de ces nouvelles orientations pour rendre meilleurs encore les enseignements. Guy Zogo, Equinox Télévision, Cotonou, Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le livre scolaire à la librairie et non plus au poteau également. Les syndicats des librairies et PAP
papeterie se plaignent d'un circuit de vente parallèle observé dans les établissements scolaires et dans les points de vente des livres de seconde main, là où se retrouvent désormais des cahiers et des livres neufs. Ils appellent le gouvernement à sévir contre ces écoles qui continuent de proposer aux parents d'élèves des livres alors que c'est la librairie qui doit être la seule institution à proposer des livres aux parents d'élèves. Ils déplorent également les précomptes à payer avant l'importation des manuels scolaires, ce qui affecte leur chiffre d'affaires et réduit leurs bénéfices. Ils interpelle ainsi le gouvernement pour pouvoir adoucir ou atténuer les procédures douanières concernant l'importation des manuels scolaires au Cameroun. Voilà, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.